Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, une nouvelle vidéo sur l'hypertension intracrânienne. C'est une leçon AXD, donc on va avoir des trucs pas cons, des astuces pour tout comprendre et savoir gérer une hypertension intracrânienne. Alors, l'hypertension intracrânienne, c'est une augmentation de la tension dans le crâne. Obvious, merci, on s'en doutait. Non, en fait, c'est une augmentation de pression. Certes, donc qui est définie comme étant une tension se situant dans la boîte crânienne supérieure à 20 mm de mercure. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique qui présente trois risques. Alors, trois risques et dus à trois éléments, trois matières, trois parties dans le cerveau qu'il faudra explorer. Alors, les trois risques, c'est quoi? C'est un, l'engagement, donc la mort. Le deuxième risque, c'est la cécité, l'atteinte de l'œil. Et le troisième risque, c'est l'atteinte des sutures en pédiatrie. En effet, il peut y avoir une disjonction des sutures chez l'enfant, avec un agrandissement de la salle turcique. Bon, rarement une atteinte de l'ethmoïde, avec une rhinorrhée, mais ça peut être décrit. Bref, en raison de ces urgences, il va falloir être rapide dans la prise en charge. Donc l'hypertension intracrânienne, je vous le disais, c'est une tension, donc une pression supérieure à 20, qui peut être due à trois compartiments, donc trois risques, trois compartiments. Le premier, c'est le LCR, il peut y en avoir en trop grand nombre. C'est une hydrocéphalie, il peut y avoir un œdème. Ça peut être le sang aussi, en cas d'hémorragie, de turgescence, une tumeur qui saigne, etc. En cas d'une thrombose veineuse cérébrale, en cas d'un AVC. Bref, il y a plusieurs choses. Et enfin, le troisième compartiment, c'est le tissu. Alors, le tissu qui soit neurologique, donc avec une atteinte neuronale en elle-même, comme un état de mal épileptique. Ça peut être aussi la cellule cérébrale qui est dépourvue d'oxygène avec une anoxie cérébrale. Ça peut être le tissu cérébral qui souffre avec une encéphalopathie. Et l'encéphalopathie hépatique est l'une des premières causes de décès de l'insuffisance hépatocellulaire aiguë. Donc, c'est une cause qu'il faudra explorer impérativement en cas d'hypertension intracrânienne. C'est pour ça que je vous ai mis un foie pour ne pas l'oublier. Bien sûr, il y a les tumeurs et les abcès qui sont marqués dans le petit encadré. Voilà, donc c'est une augmentation de pression, 20 mm de mercure, et trois risques et trois compartiments à explorer. Alors, un tout petit peu de physiopathe. Avec CELI, donc je vous ai dit, le crâne c'est une boîte inextensible, donc il y a un truc dedans, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop, quoi. Le truc dedans, vous le savez, c'est le cerveau. Il faut une perfusion, hein, il faut un niveau de perfusion suffisant, donc c'est à peu près à 65 mm de mercure. C'est ce qui permet un bon fonctionnement cérébral, avec des artères qui viennent d'en bas, qui viennent donc de l'aorte, qui montent, donc qui délivrent une pression artérielle moyenne, et qui vont donc cette pression délivrée par le réseau artériel, cette pression va devoir lutter contre la pression de la boîte crânienne, qui est donc entre 10 et 15 mm de mercure, parfois un peu moins. Et donc ça génère une pression de perfusion cérébrale, puisque PPC égale PAM moins pic. Et donc, en cas d'élévation de cette pression intracrânienne, étant donné que la boîte est inextensible, je vous le dis encore une fois, eh bien, il y aura danger. Aussi une chose, le débit sanguin cérébral est constant. Enfin, c'est l'objectif en tout cas. Donc, une élévation, vous comprendrez, de la pression intracrânienne, eh bien, c'est un réflexe aussi. Une élévation de la pression intracrânienne va conduire à une élévation de la pression artérielle moyenne. C'est le réflexe de Cushing. C'est-à-dire que s'il y a une masse, par exemple, une tumeur ou un saignement, il va y avoir une hypertension artérielle réactive, qui est un indice précieux à ne pas méconnaître dans le contexte de l'urgence. Je vous le rappelle encore une fois, PPC égale PAM moins pic, et attention, ce sera pas plus tard, pas de PL à l'aveugle. Comment ça se voit cliniquement? Eh bien,
le patient ou la patiente peut rapporter des céphalées plutôt matinales, qui sont majorées à l'atout, puisque ça augmente la pression intracrânienne, qui résistent à l'antalgie. Maintenant, il peut y avoir un peu tous les cas, hein. Ça peut être une céphalée totalement bâtarde. Les vomissements sont des cris en jet, il peut y avoir des troubles visuels, plutôt tardifs, un type de baisse d'acuité, une gêne, une diplopie, qui justifie la réalisation d'un fond d'œil. Il peut y avoir aussi des troubles de la vigilance, et là, attention, alerte, puisque c'est un des signes d'engagement, et je vous l'ai dit, l'engagement, c'est pas bien, puisque ça risque de provoquer la mort. Donc, fond d'œil important, puisque le cerveau, s'il a une augmentation de sa pression, eh bien, il peut conduire à une cécité. On va passer à la diapositive suivante, et pour vous le rappeler, puisque c'est la répétition qui fait ancrer les choses, PPC égale PAM moins pic et pas de PL à l'aveugle. Alors parlons un peu des yeux, cette diapositive est un peu chargée, mais pour la faire courte, je voulais surtout vous rappeler que les yeux sont un brillant terrain pour explorer le cerveau, et que je vais vous développer un tout petit peu la pupille avec un peu de lumière, puisqu'en fait il y a une mydriase, donc une dilatation de la pupille d'un côté, et uniquement d'un côté, qui ne réagit donc pas. Vous passez la lumière et la pupille reste en mydriase, alors que de l'autre côté elle est plutôt en myosis, c'est qu'il y a une atteinte du 3. Donc vous voyez côté déficit, un D pour déficit et le S côté sain, eh bien ça peut signer un engagement temporal. Enfin une mydriase bilatérale, espérons que ce soit lié à l'hypothermie ou à un toxique, puisque sinon c'est mauvais pronostic avec une étiologie de mort encéphalique et ou post-anoxique, une encéphalopathie post-anoxique. Pour vous rappeler aussi qu'un myosis A réactif peut être le signe d'une imprégnation aux opioïdes, une intoxication à la morphine ou une souffrance du tronc cérébral, mais en général c'est bilatéral. Alors l'examen clinique des globes oculaires avec la rotation, pas trop en préhospitalier, surtout s'il y a une étiologie de traumatisme qui est suspectée. Bref, vous l'aurez compris, on regarde les yeux. Et enfin, PPC égale PAM moins pic et pas de PL à l'aveugle. Alors on va faire un petit point sur les engagements. Alors l'engagement, c'est pas quand on se marie, ni quand on donne sa main, non, c'est un mauvais signe en médecine, c'est un signe de mort imminente. Alors il y a plusieurs types d'engagement, c'est quand il y a une partie du cerveau qui va venir passer certaines frontières qui sont virtuelles, ou en tout cas délimitées par certaines structures, et en fait quand la partie du cerveau, par exemple sur le schéma gauche, va venir passer sous la faux du cerveau, donc sous la partie médiane, et bien en fait ça va pousser des structures et ça va gêner quelques faisceaux neuronaux, et donc ça va bloquer leur fonctionnalité. Alors qu'est-ce que ça donne un engagement sous-falcoriel? Eh bien il y a une paralysie d'une jambe contralatérale, puisqu'en fait il y a une compression de l'artère cérébrale antérieure. Donc si ça comprime d'un côté, vous savez que le cerveau droit contrôle la partie gauche, et le cerveau gauche contrôle la partie droite. Donc si ça arrête de vasculariser à gauche, eh bien on va perdre le contrôle à droite, effectivement. En cas d'hypertension intracrânienne, je vous l'ai dit, en tout cas une extension dans cette zone-là, ça peut donner ce signe d'engagement sous-falcoriel. C'est en général le moins urgent, mais bon, y penser, sous-falcoriel, c'est comme sous la jupe, donc c'est la jambe qui va pas. Alors le deuxième signe d'engagement, c'est l'engagement temporal. Lui, il est un peu plus sérieux à prendre en compte, un peu plus difficile à diagnostiquer. On va le voir pourquoi. Toujours la clinique qui dépend des structures atteintes, des structures pathologiques. Et bien en fait là, ce qui va se passer, c'est que vous voyez sur le schéma, on va avoir cliniquement une mydriase d'un côté, mais ça va être en fait du côté déficitaire. Pourquoi la mydriase? À cause de l'atteinte du 3, donc ça ok, on le comprend facilement, compression du 3, du coup mydriase, qui est plutôt réactive. Donc on a l'anisocorie, d'un côté la mydriase, le côté pathologique, et le myosis, du côté sain. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une hémianopsie côté myosis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision côté myosis. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a une compression de l'artère cérébrale postérieure, donc côté de la lésion, hein,
Et qu'est-ce que ça vascularise? Bah, ça vascularise l'artère cérébrale postérieure, la partie occipitale, qui s'occupe de la vision. Donc du coup, il n'y a pas de vision. Et en même temps, comme il y a une compression du pédoncule cérébral homolatéral, c'est là où il y a la flèche, hein, et bien à ce moment-là, il n'y a plus de fibres motrices, et donc, du côté controlatéral, il va y avoir un déficit moteur. En général, ça concerne plutôt les membres supérieurs. Donc, mydriase homolatérale, hémianopsie contralatérale, et hémiparésie contralatérale aussi. Il peut associer à ça des troubles de la conscience respiratoire et de la pupille fixe. Bon, il peut y avoir d'autres choses. Je ne rentre pas dans les détails, mais globalement, quand il y a ce tableau, il faut penser à un AVC, mais aussi à une hypertension intracrânienne. Ce qui va faire la différence, c'est surtout en fait l'hémianopsie, le fait de ne pas avoir de vision. Je vais passer à la diapositive suivante pour vous rappeler PPC égale PAM moins pic et pas de PL quand on n'a pas de point d'appel. Alors, le troisième signe d'engagement, lui, il est un peu plus sérieux quand même, c'est quand il y a les amygdales cérébelleuses qui vont aller dans le foramen magnum. Là, ça pue sévère, ça fait des crises motrices postérieures, opistotonose en forme de pont, donc le patient il est tout raide, on dirait qu'il fait du yoga, mais c'est pas du yoga. C'est très rare de voir ça et c'est extrêmement mauvais pronostic. Mais on peut voir plus discrètement un nystagmus, des vertiges, une atteinte de tout le cervelet en fait, une dysarthrie, un syndrome cérébelleux. Donc vous voyez des fois la symptomatologie est assez frustre, bien qu'il y ait décrit une clinique assez riche mais extrême. C'était la fin pour les trois types d'engagement. Donc encore un rappel, PPC égale pas moins pic et pas de PL si on n'a pas de point d'appel. Revenons un peu à notre hypertension intracrânienne et aux examens réalisés. Vous le suspectez, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, un fond d'œil, si possible. Vous pouvez faire aussi une imagerie, un scanner, une IRM, selon ce qui est disponible, et une échographie Doppler transcrânienne de l'artère cérébrale moyenne. Avec, je vous ai mis les indices à rechercher. C'est un peu plus difficile, hein, surtout quand, si vous regardez cette vidéo que vous êtes externe, ou même interne, suivant l'aspect, ça peut être un peu compliqué. Mais voici ce qu'il faut chercher. Et on peut faire une échographie du globe oculaire, mais attention, on ne prend pas n'importe quelle sonde, sinon on grille l'œil et c'est pas des bêtises. Donc il faut savoir la faire, mais c'est un très très bon indice, l'échographie du globe oculaire. Et enfin, pourquoi je vous ai rabâché pas de PL? Puisqu'en fait, s'il y a un signe d'hypertension intracrânienne et qu'on fait une ponction lombaire avec une étiologie, selon les étiologies en fait, ça peut évacuer un petit peu de liquide et donc permettre à la structure de poursuivre l'engagement et donc d'entraîner une mort cérébrale. Donc s'il n'y a pas d'hypertension intracrânienne, ni de signe de focalisation, on peut faire une ponction lombaire. Bon, c'est cool, maintenant on a diagnostiqué, on a tout, enfin c'est cool. Pas pour le patient du coup, mais puisqu'on a été efficace, on lui a fait gagner du temps, donc si, c'est très bien pour lui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, position demi-assise d'abord, pas allongée, parce que ça augmente la pression, hein, ça égalise les pressions. On soulage les douleurs, on lutte contre les axos, et je vous propose une diapositive super pour tout retenir juste après. Donc si vous avez des signes d'engagement ou de dégradation du Glasgow, il faut utiliser une thérapeutique qui va permettre de diminuer l'œdème cérébral, soit par du mannitol en bolus, donc 0,25 à 1 g par kilo, oui c'est beaucoup, hein. Ça entraîne une diurèse osmotique, par contre une insuffisance rénale, je vous l'ai mis sur le schéma à droite, donc il faut compenser les pertes. On peut mettre du sérum sale hypertonique, si on en a, ça marche très bien, mais bon, ça peut entraîner une surcharge. Si, suivant l'étiologie, c'est une tumeur ou un abcès, on peut diminuer l'inflammation locale, mais ça diminue que l'inflammation locale dans ces étiologies. Il n'y a pas d'inflammation s'il y a une hydrocéphalie, par exemple, ou un saignement. Donc, dexaméthasone, c'est des corticoïdes, 8 mg IV. S'il y a une hydrocéphalie, on va enlever l'eau. Hein. S'il y a de l'eau, on l'enlève, donc dérivation ventriculaire externe. Et selon les étiologies, on peut être amené à faire une crânectomie décompressive ou d'autres chirurgies.
Et il faut penser aussi à une sédation suivant le stade de l'hypertension intracrânienne, plus ou moins un coma thérapeutique, voire une hypothermie, mais bon ça c'est dans les cas les plus importants. Si on utilise le mannitol, je vous ai dit, ça fait une diurèse osmotique. Alors, qu'est-ce que, donc une polyurie en fait, qu'est-ce qu'il faut évoquer en dehors de ça? Parce que la polyurie peut être due soit à une diurèse osmotique, donc comme au mannitol, mais ça peut être dû aussi à une hyperglycémie. Ça peut être dû à un syndrome de perte de sel, à un diabète insipide. Euh, le diabète insipide, hein, c'est en lien avec l'ADH et aussi malheureusement une mort encéphalique. Donc il faut y penser lorsqu'on surveille le patient en soins continus de neurologie. Voilà, donc pour les pertes aussi, il faut les compenser et penser que cela entraîne une hypocalémie, magnésémie, phosphorémie et aussi une insuffisance rénale. Donc bref, il faut supplémenter si on utilise du mannitol. PPC égale pas moins pic et pas de PL si on n'a pas de point d'appel. Bien, donc on a vu la prise en charge globale. Maintenant, on va lutter contre les axos, donc ce sont les agressions cérébrales systémiques, secondaires, qui sont d'origine systémique. Donc c'est ce qui va faire que l'état neurologique va se dégrader, mais qui n'est pas en lien avec le cerveau directement. Alors, pour retenir, vous voyez le schéma à droite. On va commencer dans l'ordre alphabétique. Donc, A, c'est pour l'artère, tension, donc la tension artérielle qu'il faut monitorer avec un objectif de PAM à 80. Donc, on peut utiliser de la noradré ou des amines ou des antihypertenseurs si jamais il y a une tension qui est trop haute. En général, c'est plutôt une hypotension qui est dangereuse. La capnie pour le C, donc l'hypocapnie, qui a un effet de vasoconstriction. L'objectif n'est pas d'avoir une capnie à 40, mais plutôt à 35, plus ou moins 5. Le S pour sédation, avec le S qui commence à s'endormir. C'est la stimulation aussi, donc s'il y a une épilepsie, il faut la traiter, mais on ne fait pas du préventif. Le O pour oxygène, il faut lutter contre l'hypoxie en toute urgence. Le S, c'est pour le sel et le sucre, avec l'osmolarité plasmatique. Donc l'objectif, c'est un sodium à 140 et une glycémie entre un 4 et un 8. Et enfin, le T, c'est pour tempérer le cerveau. Donc Axos tempère le cerveau. Le T, c'est pour la normothermie. Donc voilà, pour bien retenir toutes les étiologies. Alors, dernière diapositive, au final, comment on fait? Donc, on suspecte l'hypertension intracrânienne, on regarde les pupilles, on élimine l'engagement avec les signes cliniques qu'il y a, on élimine une origine infectieuse, méningite, abcès, etc. Donc, on prend bien la température, on fait l'imagerie en fonction avec un fond d'œil important. Est-ce qu'il y a besoin de traiter? Osmothérapie, antibiothérapie, s'il y a besoin de traiter une infection. Et penser à l'étiologie, et on n'oublie pas le foie, bien sûr. Pour dernier rappel, donc PPC égale pas moins pic et pas de PL sans point d'appel. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Lâchez un pouce bleu et il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients.